Monsieur le directeur. El director conservador. Bonsoir. Pardon pour ce retard. Oui, alors cette rencontre ce soir, c'est le premier événement de programmation qui est assez riche en septembre au musée, autour de l'exposition de François Boron. Donc cette rencontre sera suivie demain dans le cadre des Nocturnes d'une visite avec Tony Truant. Et puis dimanche à 16h, nous recevrons Philippe Dagen, qui est l'un des auteurs du catalogue et qui a écrit vraiment un article remarquable sur le travail de François. Mais ce soir, donc, c'est Hervé Dirosa, François Boron que nous recevons. Et je voudrais commencer par des remerciements. D'abord à Françoise, qui est la directrice du MIAM, avec qui j'espère nous continuerons à collaborer de manière aussi harmonieuse. Et puis surtout, merci d'avoir réussi à capturer cette étoile filante qui passe d'un pays à l'autre et d'avoir réussi à la fixer quelque temps pour cette soirée. Merci à François. Et François, il est captif, lui. Il est captif au musée où il travaille tous les jours de manière... on fait suivre pour nous un petit peu. Il squatte au musée, il travaille au musée, donc il est tous les jours au musée. Je suis chez moi. Et oui, cette rencontre, je l'ai souhaitée avec Françoise parce que, évidemment, on s'inscrit avec Hervé Dirosa et François Boron dans le cadre presque, je dirais, mythologique des amitiés artistiques. Donc on a tous des grands noms à l'esprit. Hein. On peut penser notamment... je sais pas, Matisse et Dorin. Duchamp et Picabia. Duchamp et Picabia, l'œil cacodilate, enfin, quoique, je sais pas si... Marqué Matisse. Marqué Matisse. Des bons amis, ça. Et Daumier et Corot, ça, c'est des bons voilà, copains. mais maintenant, il y a donc Boiron et Dirosa qui s'inscrivent dans cette... Robert aussi, Robert Combas. Et Robert, bien sûr. Il n'est pas là ce soir, il nous ouais, manque bien, mais enfin, manque. ça c'est le... Peut-être qu'il est en Parce que retard. c'était l'amitié François-Hervé, l'amitié Robert-Hervé, et l'amitié aussi entre eux. Mais ça, je veux pas me parler entre eux. Je suis un peu jaloux. Non, mais Moi, je sais que je peux raconter l'histoire d'amitié entre Ouais. Robert et moi, entre François et moi, mais entre deux, ça me dérange un peu. Et peut-être aussi Rémi. Et oui, mais Rémi, Il faut quand même qu'on et parle oui, de mais Rémi. Rémi, c'était pas, Rémi, on était moins jeunes avec lui. Mais c'était aussi très important. Mais tu sais, il est venu après. Je dis pas que ça a été, c'était pas artificiel du tout, parce que c'était dans l'entrain, mais c'était pas pareil que ceux qui nous unissaient, François, Robert et moi, je pense, tu vois. C'est d'ailleurs, je pense qu'il a ressenti ça à un moment donné aussi. Je pense qu'il y a eu des choses de ce genre. C'est très compliqué. Les amitiés entre artistes, surtout qu'au XXe siècle, on nous met en compétition sans cesse, on nous fait des classements, etc. Donc c'est très difficile de garder ce sentiment d'amitié. Ouais, c'est sûr. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même assez merveilleux parce que Robert, il était au vernissage, on a passé tous les trois une soirée super. Et c'était aussi, ça nous... C'était pas arrivé depuis longtemps. C'est pour ça que je dis la difficulté quand même c'est la difficulté pour les artistes aujourd'hui où j'ai l'impression qu'on est tous repoussés dans un cadre très précis, avec des trucs très précis, où des gens qui te défendent de toi vont pas défendre les autres, etc. Et tu restes un petit peu, tu te laisses... Hein? Tu vois tout en noir. Je vois tout en noir. Je vois tout réalistement. C'est réaliste, mais comme quoi, on arrive à le dépasser, on arrive à dépasser On va ça. positiver ce soir. Oui, on le dépasse. Je pense que ce qui nous intéresse tous, c'est de savoir ce qui sous-tend finalement cette amitié, comment elle est apparue. Alors, on va pas jouer les anciens combattants, mais il faut bien revenir sur le temps passé. Est-ce que c'est une communauté de regard? Est-ce que c'est une communauté d'inspiration artistique? Est-ce que c'est une exigence artistique précise? Non. Enfin, nous, avec Hervé, c'était des circonstances. On s'est retrouvés en première année aux Arts Déco. Moi, j'étais plutôt assez un peu timide, introverti. Lui, il arrivait de 7, un peu péteux, forcément. Oui, il y avait un déraciné, un jeune sétois déraciné. Ouais, mais c'était aussi la rencontre de solitude. Parce que moi, je me souviens avec François, il était assez seul. Moi, j'étais seul puisque j'arrivais de 7. Et c'est vrai que ça me rappelait l'histoire avec Robert aussi, où on s'était connus des années auparavant, quand on avait 16-17 ans. Et aussi, c'était comme des rencontres de solitude, pas de solitude, dirions-nous supportée, mais
qui était automatiquement induite par la vie, par les choix qu'on faisait, de ce qu'on aimait. On n'aimait pas jouer au foot, on n'aimait pas faire les cafés, il y a plein de choses qu'on n'aimait pas, et donc ça nous particularisait. Et c'est pour ça, je pense, que des choses de force se lient, c'est quand on a d'autres points de vue que les points de vue que tous nos autres compagnons avaient, parce que il y avait des gens formidables avec nous aux arts décoratifs. Il y avait un type qui s'appelait Guillaume, il y avait par exemple un type dont j'ai complètement perdu de vue même son nom, qui était meilleur que Schnabel en 78. C'était quand même dingue. Et bon, mais ça s'est pas passé. Ça s'est passé avec François, parce que je pense qu'il y a une vision sur l'art, parce que plus que sur le monde, parce que François venait, il a des origines totalement différentes de moi. Il est de Paris, moi je suis de Sète, et il y a 40 ans, ça voulait dire beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va à Paris comme on veut, mais à cette époque-là, c'était pas la même chose, et donc on était vraiment deux solitudes de différentes manières, en fait, des solitudes qui avaient des origines très différentes et qui se retrouvaient. Parce que la première fois qu'on s'est retrouvés, c'était quand même, je vais le raconter quand même, parce que c'était quand même assez marrant, mais c'est une anecdote. Mes filles, elles adorent cette anecdote, toujours. Nous, moi j'arrive de Sète, je pensais que les arts déco, j'avais quand même bossé dur pour avoir le concours. C'était pas si facile que ça d'avoir le concours. Les arts déco plutôt que les beaux-arts. Parce que je peignais déjà, donc j'avais pas envie. Et puis aux Beaux-Arts, les Beaux-Arts, il faut dire qu'à l'époque, les Beaux-Arts, à la fin des années 70, c'était pas comme aujourd'hui, il y avait beaucoup de semi-artistes, c'était très, alors je vais pas critiquer le support surface, mais c'était très bricolage, tout ça, quoi, c'était très, mais quand même. des trucs comme ça ne m'attirait pas du tout, je n'étais pas du tout attiré par ça, ça me semblait tellement lointain, en plus, je le voyais parce que, comme Robert était plus âgé que moi, il était déjà aux Beaux-Arts de Montpellier. Et je voyais que déjà à Montpellier, putain, ce qu'on lui demandait, tout ça, c'était très difficile. Et donc, je m'attendais aux arts déco, parce que justement, les arts déco, on voulait faire autre chose. Moi, ce qui m'intéressait, c'était faire des images qui s'animent, pas forcément peintes, peut-être dessinées, peut-être, je sais pas comment. Et je pensais qu'on allait avoir des cours avec les plus grands artistes, et on se retrouve dans un cours comme ça, et le mec, en fait, il nous fait du yoga. Comme du yoga, on en fait des massages. Alors il nous dit, bon, on va s'allonger, on va respirer, tout ça. Et franchement, à l'époque, aujourd'hui, ça fait 10 ans que je fais du pilates, mais à l'époque, je me disais, mais vraiment, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour, vraiment, je me posais des questions. Et un des cours, le deuxième, je crois, ou le troisième, il nous dit, mettez-vous par groupe de 2 pour faire des massages, je sais pas quoi, etc. Et bien sûr, tout le monde se met par 2, et les 2 couillons qui restent à la fin, c'était lui et moi. Et donc, on s'est mis tous les 2, et on a fait les séances de massage, yoga. C'est comme ça que notre amitié, si on avait eu d'autres options, peut-être que notre vie aurait été différente. On s'est d'abord touché, c'était ça. Ça l'a fait. Mais vrai. très vite, vrai, ce qui vous attirait, c'était l'image animée, mais très vite, vous avez un petit peu pris les distances par rapport à l'école des arts déco. Tu veux dire qu'on n'a pas réussi à avoir le diplôme, quoi. C'est ce que je voulais dire. C'est ça. C'est vrai. C'est glorieux, c'est pas très glorieux. On se demandait qu'on irait peut-être leur demander plus tard, mais ça. On y est allé, ils s'en souviennent pas. Dans les années 90, on y est allé. On voulait demander, oui, puisqu'on est connu, pourquoi n'avons-nous pas le diplôme? Mais le mec, il me dit, mais il faut le passer, le diplôme, cassez-vous. On s'est fait engueuler, c'était Tourlière, je crois encore. On s'était fait engueuler, mais on était plein de prétentions dans les années 90, en fait. Aujourd'hui, on a un peu. Il y avait des cours de peinture aux arts déco. Il y avait des cours de. Ici, il y avait des cours de peinture. Enfin, il y avait une section peinture. Ah bon, c'est pour ça qu'on a pris section animation, parce que les 2 premières années où on avait général, il y avait du dessin, la perspective, tout ce qu'on peut de sciences humaines, du yoga. Mais après, pour la spécialisation à partir de la 3e année, en fait, il y avait que des gens d'origine asiatique et des pays du Golfe qui refaisaient des fresques comme Matisse, ils peignaient tous dans les ateliers. C'était vraiment terrifiant, ils apprenaient à faire des fresques comme au début du XXe siècle. Je trouvais ça terrifiant, moi ça me terrifiait. Enfin, c'était une vision de la peinture vraiment très ça sentait la vieille térébenthine, tout ça, des images, enfin une manière de peindre. Mais mal foutu. Peindre et tout ça, c'était un peu déprimant. Mais moi pour mon cas, je savais pas très bien ce que je ferais. C'était un rêve merveilleux de devenir artiste, mais en entrant aux arts déco,
je savais pas dans quelle toutes les directions étaient possibles. Un rêve merveilleux, tu dis, ça veut dire Ouais, que... bien sûr, non, c'est pas rien, quoi. Moi, enfin, c'est là où, moi, la chance de ma vie, c'est d'avoir rencontré Hervé, d'avoir rencontré Robert, et ça a été Et quel était un apport incroyable. Quelle était ta culture visuelle et vous, Hervé, quelle était votre culture visuelle quand vous êtes entré aux arts décoratifs? Est-ce qu'il y avait des passerelles là aussi? Moi, j'étais un petit peu prétentieux. J'étais pas comme François. J'étais allé aux arts. En fait, j'avais passé mon bac à 7 à section scientifique au lycée Paul Valéry pour pouvoir faire l'école prépa. Terminal C. Non, D, c'est moins bien. C'est moins bien. Biologique. Ouais. Et en fait, ce qui m'intéressait d'être aux arts déco, c'est que je pouvais être boursier, en fait. Ouais. C'était ça, surtout. Parce que moi, je ne doutais pas une seconde que j'étais déjà un énorme artiste. Avec Robert, en 78, on ne doutait pas. Hein. Ouais, on ne doutait pas. Enfin, tout le monde autour doutait. Donc, on n'avait pas encore trouvé des gens qui étaient sûrs de nous. Mais c'est vrai que les arts déco, c'était un petit peu comme... moi, j'avais déjà commencé à publier tout ça. C'était un petit peu, c'était important, hein. Mais j'attendais pas d'apprendre beaucoup, alors que j'y ai appris quand même beaucoup. Ouais, il y a eu des choses merveilleuses aux Arts Déco. On nous a emmenés dans les grottes paléolithiques. Ça a été une expérience incroyable. Puis des gens super. C'était très. Et puis, en effet, mais on avait une capacité à s'extasier aussi beaucoup. Moi, c'est ça. Enfin, Hervé, vraiment, il n'y a pas plus extase Hervé. Et moi, c'était merveilleux. Je vois la bibliothèque aux Arts Déco, super, de feuilleter les livres, de plein de trucs, et puis d'aller à la foire du trône, n'importe quoi. Enfin, tout nous paraissait merveilleux, les manèges, enfin, plein de trucs, dans la peinture, l'art brut, forcément. Oui, mais on était sûr qu'il fallait faire quelque chose, quand même. Ouais, c'est sûr. Puis il y a un appétit, moi, c'était aussi... Moi, ce que j'ai un petit peu appris, parce que lui, il n'avait pas trop ça de ses origines bourgeoises. C'était genre, il faut vraiment travailler. Ça a été un poids, ses origines bourgeoises, il faut vraiment François? travailler. Il faut vraiment travailler. Ça a été un poids, ou ses origines bourgeoises, ou au contraire? Non, pas sûr. En plus, elles sont un peu déglinguées, mes origines bourgeoises. En effet, j'ai vécu dans le confort. J'étais blanchi, lavé tout le bassin, mais enfin, mes parents étaient des gens très, très, très amusants, des artistes aussi. Donc, c'était eux dans le cinéma. Et donc, j'ai eu un habitus très, 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 très favorable. Et est-ce que vous aviez hésité entre l'illustration, la peinture? Parce que je me souviens que tu avais vu Wolinski et qui t'avait dit... que Hervé avait vu Wolinski et qui lui avait dit surtout fais de la peinture et ne fais pas dessinateur BD ou illustrateur, etc. Je ne sais pas exactement quelle année c'était, mais est-ce que vous avez eu tous les deux? J'avais 19 ans, on avait 19 ans, moi j'aurais tout fait, de l'illustration, de la peinture, même peindre le cul à nord. À cette époque-là, vraiment, j'aurais tout fait. Mon seul but, à cette époque-là, c'était pas l'histoire de l'art, tout ça. L'histoire de l'art, c'est venu après, grâce entre autres à François. C'était de vivre avec avec les images que je créais. Voilà. C'était ça le but, c'était ça. Alors que ce soit de l'illustration, je ne me posais pas ce problème. Et ce qui a été intéressant, je pense que cette problématique d'ailleurs qu'on ne se posait pas, que ce soit de l'illustration ou de la peinture, on ne se posait pas cette problématique. Et c'est ça qui était nouveau. C'est exactement ça qui était dans un champ que personne n'osait toucher. Tu vois, ce moment de rencontre entre l'illustration et la peinture. Parce qu'après tout, c'est des images, les deux. Hein, c'est des images. On faisait plein de t-shirts, enfin tout ce qu'on nous demandait. Moi, on était des autocollants, des trucs, enfin c'était... Oui, c'est des images, ce sont des objets aussi. Un tableau, ce n'est pas une image dématérialisée. Oui, certainement. Et quand avez-vous eu accès, vous, Hervé, disons, à la peinture? Mais moi, quand je suis c'est pas au musée Paul Valéry? Non, malheureusement, le musée Paul Valéry, t'étais pas là à l'époque. C'était pas bien Jojo. C'était pas bien Jojo. Enfin, si, il aurait dû, il y avait déjà le Courbet, tout ça. Oui, mais en fait, le Courbet, ça me... J'aurais tiré les oreilles. Écoute, à l'époque, on ne regardait rien en deçà de 1880, quoi. C'était vraiment le début, fin du 19e, début du 20e, mais c'est vrai que ma passion récente, j'en parlerai tout à l'heure, parce que j'ai une passion récente, grâce à François, je m'intéresse aux peintures anciennes, ça ne m'intéressait pas du tout, quoi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les images nouvelles, et c'était vraiment
Et aussi, tu te souviens, on s'intéressait beaucoup à tout ce qui était le début du XXe siècle aussi, avec toute cette nouvelle... c'est sûr. Là où la peinture devient une image, en fait. En fait, c'est au début du XXe siècle que la peinture devient une image. Hein. Enfin, ouais. Pour moi, les derniers peintres, c'est, je sais pas, peut-être de l'Ingres, peut-être, un truc comme ça. Après, on fait un grand saut et on arrive à Boiron. C'est les seuls trucs en peinture qui, moi, m'intéressent, quoi. Mais faire des images, c'est pas péjoratif. Ah non, non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Simplement, les statuts ne sont pas les mêmes. L'accès aux œuvres, ce n'est pas par le biais des musées pour vous, Hervé, c'est par le biais des galeries. Avec l'édition, tout ça. L'édition. Ah oui, parce que moi, je te dis, c'est la première fois quand je suis allé je raconte cette histoire de Beaubourg où j'ai vu les collages de Matisse que je pensais qu'ils étaient presque faits en Photoshop, tu vois, à l'époque. C'était presque. Et en fait, t'aperçois qu'en vrai, il y a des traits de crayon, des traits de colle, etc. Il y a une matérialité. C'est là où je me suis aperçu. C'est exactement à ce moment-là où je me suis aperçu qu'il y avait une différence entre une image et une peinture, quoi. Parce que jusqu'à là, tout ce que j'avais vu, c'était des images reproduites. Hein. On a le Courbet, d'ailleurs, il n'était pas exposé tout le temps. Il y avait des peintres. Je ne vais pas dire ce qu'il y avait au musée Paul Valéry à cette époque-là. Hein. Et toi, François, les musées, c'est déjà... Un petit peu, non. Lui, plus que moi. Lui, il a toujours été passionné par ça. Bon, ouais. Enfin, Je trouvais que c'était très bourgeois, les musées, ça m'emmerdait, tout ça, à l'époque. Enfin, un aimait petit, en effet, d'aller au musée d'art moderne, de voir des Calder, de voir des Matisse, tout ça, c'est sûr que des yeux d'enfant, moi, j'ai tout de suite adhéré. Mais par contre, après, d'aller au Louvre, je trouvais ça ennuyeux comme la pluie. Je voyais que des tableaux religieux sombres. Et je voyais pas la différence entre un Italien ou un Hollandais. Tout ça, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Mais... Ça aussi, hein, ça vraiment. Et grâce à toi. Et puis donc c'est un long apprentissage, mais l'émerveillement devant la peinture. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus difficile de comprendre une peinture du XVe siècle que de comprendre une peinture du XXe siècle. Enfin, pour nous, en tout cas. Enfin, pour moi, c'était plus difficile à cette époque-là de comprendre. Et c'est vrai que et puis l'intérêt des choses qui étaient encore vivantes un peu, quoi. Tu vois, c'est des codes très complexes. Et puis, comme on peignait, c'est vrai que c'est déprimant parce que la manière, enfin, moi, je sais pas, je vais pas dire pour François, mais moi, comme je peignais très mal, c'était assez déprimant de voir des gens qui peignaient très bien. Alors que quand on voyait Kokoschka, Miro, tout ça, bon, à la limite, on se disait, on peut le faire, quoi. Non, mais c'est tout à fait ça, ça paraissait on se sentait, une autre voilà. dimension, quoi. On se sentait atteignable, quoi. Tu vois, le début du XXe siècle, l'art moderne, dirions-nous, on sentait ça atteignable, tu vois. Je sentais ça atteignable. Surtout, en plus, nous, on était considérés, enfin, de l'extérieur, comme en effet le retour de la peinture, le postmodernisme, tout ça. Moi, j'avais pas très conscience, enfin, le concept, franchement, je le maîtrisais pas. Il y a un homme qui a joué un rôle important pour vous tous, c'est quand même... Ouais, totalement. Finir en beauté. C'était en effet la Marche Vadel. Respecté dans le monde de l'art et tout ça, donc c'était tout d'un coup. La Marche Vadel, c'est celui finalement qui... Non, mais tu sais, en fait, je voulais rajouter un truc, c'était qu'en fait, à cette époque-là, à la fin des années 80, il y avait deux mouvements, un en Allemagne et un en Italie, qui ont été reliés à nous, les nouveaux fauves et la trans-avant-garde italienne. Et en fait, eux étaient complètement goinfrés d'images classiques, quoi. Goinfrés, pour les uns de l'histoire de l'art allemand, de Dürer à l'expressionnisme. Pour les autres, ils étaient goinfrés d'art classique, romain, etc. Alors que on nous a associés à ça, parce que retour à la figuration, à la peinture, mais je pense qu'à la fin des années 70 et début des années 80, c'était pas le propos. C'était pas notre propos, en tout cas. Oui, mais c'est vrai que c'est la Marche Vadel, quand même, qui a créé le mouvement de la figuration libre, et lui, il défendait les conceptuels, essentiellement. Donc c'est ça qui était bizarre, c'est que... Bon, il nous a pas défendu bien longtemps, quand même. Non. Oui, enfin... Non, c'est vrai, puis pas de manière, il n'a jamais écrit un texte théorique ou un truc comme ça sur la figuration. Non, mais il a eu une intuition quand même. Oui, il a eu une intuition, il en a eu plein d'intuitions. Hein. Enfin, c'était justement ce point de vue-là, tu vois, en effet, la fin de l'histoire, enfin, c'était que faire après les conceptuels d'un grand... Par contre, il m'a fait découvrir des artistes, par exemple, la Marche Vadel, moi j'aime beaucoup reconnaissant, qui nous a fait découvrir des artistes comme Gazirovski, par exemple. Tu vois, que je ne connaissais pas du tout. Pincemin, Gazirovski, tu vois, des artistes qui... voilà. Il y a eu vraiment le... après, il a fait cette exposition, mais heureusement qu'il y a eu Hervé Perdriol et Otto Hahn qui ont un peu suivi. Et Ben aussi.
Oui, Ben, oui. Mais qui vous a nommé, quoi. Il y a eu quand même 3 personnes qui vous ont nommé, c'était la Marche Vadel, Ben et Hervé Perdriol. Si on reprend à moins que vous en ayez identifié d'autres. C'était Hervé et Robert, moi, ils s'en foutaient complètement. Ils défendaient l'Occitanie, tout ça. Il était parisien, là. Ça l'a fouté mal, hein. On n'a pas pu. Il était plus. Et Rémi, c'est vrai qu'il y a un truc très important. Ouais, c'est un truc très important de la Marche Vadel, c'est que c'est la Marche Vadel qui nous a pas poussé, ou enfin, on a eu quand même une grosse discussion pour que Rémi expose avec nous tout ça, quoi. Ça, je trouve que ça a été la partie très positive de la marche. Vraiment, il a fait beaucoup pour Rémi. C'est un de ses étudiants aux Beaux-Arts en Normandie, là-bas, en Bretagne. Non, de Normandie. De Rennes ou de Nantes. Il avait carrément hébergé à Paris, quand on l'a rencontré, nous, pour cette exposition. Et là, j'ai trouvé qu'il avait fait vraiment un gros truc. Nous, on était déjà fait avec François, Robert et moi, on était déjà... ça allait, quoi. Et le concept qu'a inventé Ben, finalement, figuration libre, est-ce qu'il a une validité? Est-ce que c'était une étiquette, finalement, commode pour vous regrouper? Vous aviez peut-être des ambitions à un moment donné communes ou des ambitions individuelles qui se rejoignaient? Est-ce que ça a une valeur finalement, ce concept de figuration libre? Est-ce que ça a un sens? Enfin, on se réunissait rarement autour d'une table pour en parler, tout ça. C'est le seul mouvement qui n'a pas d'appareil critique. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Et en plus, vous en rajoutiez dans des interviews provocatrices, je me souviens. En fait, des critiques, c'est sûr. Moi, après, je râlais qu'il n'y avait aucun, vraiment, il n'y avait pas beaucoup de critiques qui avaient fait d'appareil critique. Tu sais, pour les nouveaux réalistes, tu as Restani. Pour la figuration nouvelle, là, tu as Gazio Talabo. Tu vois, nous, il y a eu un peu... Sur la Marche Vadel, il avait perdu un peu des trucs. Il n'y a jamais eu de ce qu'on appelle un appareil critique. Mais en fait, c'était parce qu'on ne voulait pas non plus. Ça ne nous intéressait pas. C'était une nouvelle manière de voir les choses. C'était des liaisons d'ensemble. On savait que... Et puis, on était 4. C'était comme un peu un groupe de rock, tout ça. Il y avait toute cette mythologie à la fin des années 70 quand même. Hein. Moi, je sais que c'est le mouvement punk, moi, qui m'a porté tout ça. C'est tout cet esprit qui m'a porté. Et c'est vrai que c'était comme un groupe un peu, aussi 4. C'était un peu inconsciemment, je pense que ça y a fait, ça. D'une aventure collective. Je sais qu'Hervé, vous, je crois que c'était dans une interview sur France Culture, c'était Anna El Pijard. Vous aviez eu une réponse que je trouvais assez juste. Vous aviez dit la figuration libre, c'était une meute de jeunes loups. Oui, mais c'est ça. Et puis, oui, enfin. De toute façon, ce qu'on aimait, on l'aimait. De toute façon, les choses, on avait des décisions sur certaines, il y avait des décisions très fortes sur certains rejets, très forts à l'époque, que nous avions en commun. Et c'est vrai je pense qu'on a été assez intelligents pour se dire que, à plusieurs, les choses ont été plus fortes. On le voit, tous les autres artistes de ces années-là, qui ont fait des travaux, qui ont un travail très intéressant et super important, mais c'est des solitudes, quoi. Voilà. Moi, je trouve que qu'avec nous, il y a une espèce d'un élan qui n'avait pas non plus dans les nouveaux réalistes, parce qu'ils étaient beaucoup, on ne savait plus qui c'est qu'il y avait, etc., qui n'avait pas non plus chez la figuration narrative. Sûrement. Je pense que là, il y avait mais ça a été un peu pas décidé, c'était pas décidé vraiment, hein, ça n'a pas été décidé. Non, parce que chacun, on était super individualiste, hein, jamais. Oui, on pensait qu'à soi, chacun, mais on savait quand même. Il n'y avait aucune règle, chacun pour sa gueule, c'était très sain, quoi, vraiment. Mais on savait qu'ensemble aussi, on aurait des résultats aussi, ça, on le savait aussi. Ouais, c'est sûr. Et moi, je pense que ça a beaucoup fait, alors qu'on est très différents, on est des artistes très différents, mais qui ont une même. Peut-être d'une même génération, de même pays aussi, ça y fait aussi. Il y a ça qui nous unit. Justement, à propos de pays, quand vous êtes parti à New York, donc en 85, et que 83, et que vous avez rencontré quand même Keith Haring, Basquiat, est-ce que ça a été quand même fondateur En tout cas, entre nous, oui, parce qu'on était deux couillons à New York, tu vois. Ouais, pareil qu'au début des Arts Déco. De belles photos dans le catalogue de vous en maillot de bain. Et c'est à cause de ça qu'on n'a pas passé le concours, en fait. Parce qu'en fait, on a eu le prix de la... Oui, parce que le diplôme des arts décoratifs, c'était en 83, puisqu'on est rentré en 78, 79, c'est ça. Et en fait, on a eu le prix de la Villa Médicis hors les murs. Et donc, tous les deux, on a pu partir un an là-bas. Ouais, et ça, c'était vraiment... pour moi, ça a été très important. Et surtout,
de m'apercevoir que c'était le rêve que j'avais des États-Unis, que c'était pas un rêve, quoi. Ça, je me suis surtout aperçu de ça. Et surtout qu'il y avait des artistes très proches, quoi, en termes d'esthétique, comme Oui, Kenny en fait, Scharf. oui, d'esthétique, ils étaient très proches, parce qu'en fait, on s'apercevait que les artistes italiens, les artistes allemands, c'est déjà, Voilà. à part le moyen Frayet avec De Goupil, tout ça, mais en fait, c'est Ouais, déjà il y avait quand même différent quelques- quand même, c'est déjà un peu différent. Alors que les Américains, ça nous paraissait, bon, enfin, moi, ça me paraissait beaucoup plus proche de moi, quoi. Ouais, Tu vois, complètement. Kenny Scharf, Keith Haring et Pascal, ça me paraissait, c'est des gens de notre âge en plus, hein, de notre âge. Et toi, François, qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience aux États-Unis? Oui, ça c'était. Non, assez. On était fascinés, hein, on était assez. Il y a une journaliste qui m'a appelé, là, qui est une jeune. Je racontais ça, les États-Unis, qu'on était vraiment sidérés. Nous, on adorait. Tout d'un coup, il y avait 10 chaînes à la télévision. Ça nous paraissait vraiment le truc le plus sympa. Regarder Star Trek tous les soirs jusqu'à pas d'heure. Tout, n'importe quelle boutique, tout ça. Enfin, tout ça, nous. Les jeux d'arcade, et tout ça, c'est Ouais. merveilleux. C'est incroyable. Des trucs extra. Et toi, François, avec Haring, tu as travaillé? Ouais, j'ai plusieurs. Non, ça c'est bien. C'était les 24 heures du Mans, Les non, 24 que tu avais fait? organisé par Hervé Perdriol, ça c'était un truc super. Où je me suis retrouvé avec Keith Haring aux 24 heures du Mans. On avait un petit stand et pendant les 24 heures de la course, on faisait des dessins. Ça, lui, il était hallucinant d'en faire à 10 à la minute et tout ça, de dédicacer. On a peint des voitures de course, aussi des petites voitures d'enfants, tout ça. Enfin, c'était une sacrée C'était un type expérience. formidable, là. Ouais, il était Ça, je vraiment dois dire charmant. que c'était vraiment un type charmant. Vraiment, il venait d'une ville qui s'appelle Pittsburgh. Tu vois, il avait des parents vraiment que j'ai rencontrés, qui étaient normaux. Là, tu te rappelles sa mère. Tu vois, c'était vraiment des Américains middle class, vraiment très middle Enfin, class. il ressemblait à Charlie Brown, c'était vraiment. Mais lui, en pour plus, moi, il c'est était un vraiment petit peu Charlie Brown lunaire, avec comme les ça. lunettes et tout ça. Mais toujours très à nous inviter, toujours très avec Ouais, nous. super C'est nous, accueillant. l'équipe de Français qui parlaient mal anglais, on était un peu chiant, tout ça, tu vois. C'est vrai, eux, ils allaient voir. Nous, on allait voir les Cramps, et eux, ils allaient voir des trucs de rap, tu vois. Nous, ça nous disait rien. un Le petit rap, peu, tout c'est ça, vrai. ça m'intéressait pas. Tu te souviens, on avait Ouais, vraiment c'est des grandes différences, mais en même temps, c'est vrai que ça a été un type. Moi, j'ai trouvé formidable, et je trouve que je trouve qu'il est très important dans l'art, beaucoup plus que les autres qui sont des artistes très bons. Mais artistes, c'est qu'il a vraiment. C'est un des rares qui a vraiment projeté dans la rue et dans le monde de tous les jours les choses à une échelle américaine, quoi, à une échelle que nous, qu'on n'est pas capable de faire ici en France. Tu vois, vraiment, il avait vraiment ce truc d'aller vraiment de partout où il allait dessiner, peindre gratuitement pour cette maternité, Ouais, pour ce ça, truc. c'est- Il y avait vraiment une grande énergie, et ça, c'est le seul vraiment que j'ai rencontré comme ça, quoi. Et Une entre les conviction à Américains- toute épreuve. En effet, une conviction à toute épreuve et une générosité. Enfin, c'était assez impressionnant. Et même, enfin, c'est tragique qu'il soit mort du sida, tout ça, mais la manière dont aussi il a continué jusqu'au bout et avec vraiment une générosité folle, tout ça. Enfin, c'était. J'ai quelqu'un, je pense souvent à lui, tout ça. Parce que c'était pas un fin, grand quoi. artiste. C'était pas fin, c'était vraiment et c'est une des rares choses de nouveauté dans le, tu vois, c'était vraiment dans les années 80, vraiment cette histoire d'aller vers un public, vers un public différent, de faire pour un public différent, en fait, c'est ça, en fait, parce que qu'est-ce qui différencie dans l'art contemporain? Quelles sont les différences aujourd'hui? C'est la manière de produire et la manière de distribuer. Qu'est-ce qui nous différencie de Jeff Koons ou de Mouna Hatoum, je sais pas. C'est des histoires de production et de distribution qui sont pas les mêmes, finalement, puisqu'on est après, on est dans les mêmes musées, dans les mêmes magazines, etc. Mais c'est comme dans les films. Il y a des films qui sont faits avec des moyens énormes, et avec des obligations énormes aussi, puis des films qui sont faits avec très peu de budget, mais avec une liberté plus grande. Je pense qu'on est plutôt dans cette optique. Moi, en tout cas, c'est ce que m'a appris les États-Unis. Hein. Ça, je me suis dit, on ne pourra pas égaliser, on ne pourra pas, tu vois, combattre ça. Faisons différemment, quoi. C'est ça que les États-Unis sont importants. Mais le monde n'était pas comme aujourd'hui. Il y avait encore, on a eu la chance à cette époque-là, il y avait quand même beaucoup d'artistes français qui exposaient tout ça, alors qu'aujourd'hui, j'aimerais quand même en parler. Il y en a très très peu, quoi. Il y a très peu d'artistes français qui exposent à New York. Mais moi, je relis les magazines, je regarde les publicités, tous les trucs. Il y en a vraiment beaucoup moins qu'à notre époque. Il n'y en avait déjà pas beaucoup. Et il y a un ostracisme qui me dérange aujourd'hui, qui m'avait dérangé à l'époque d'ailleurs, qui m'avait dérangé avec les États-Unis. Et pourtant, je suis un grand fan des États-Unis, de toute une culture, de toute une imagerie. Il y a des choses qui me dérangent profondément. Parce que moi, après, j'y suis retourné. Après, j'ai habité en Floride pendant 4 ans, dans les années 2000, là.
Non, mais la question se posait, on aurait pu aussi rester aux États-Unis. Mais enfin, moi, toi, t'es resté un peu plus longtemps, au bout d'un moment. Ah oui, il a fait 6 mois, il est rentré. Moi, il y avait des trucs qui me déprimaient, les pâtisseries, tout ça, ça chialait, c'est vraiment, putain, les gros gâteaux, là, tout rose et tout ça, les coiffures, le vendredi soir, là, tout le monde se met sur son 31, ça, enfin, ça, des trucs mais enfin, sur le fond, j'aime beaucoup, mais enfin, moi, j'étais ravi de retourner dans mon cher pays, je m'en fous de conquérir le marché américain. Tout va bien. Et Hervé, j'y suis resté un peu plus, moi. Ouais. Moi, j'ai un petit peu conquéri, et puis après, ça m'a après, ils m'ont fatigué. Après, ça m'a fatigué. Et Hervé, vous évoquiez des différences de production, de diffusion. Il y a eu un moment, au mi-temps des années 80, où vous avez pris des directions différentes. Vous, Hervé, ce qui s'est mis à compter beaucoup pour vous, enfin, il me semble, c'est déjà ce travail vers la créolisation de l'œuvre d'art. Vous avez été attiré beaucoup plus par l'art vernaculaire, donc vous vous êtes tourné vers l'extérieur, vers l'autre. Et toi, François, il me semble au contraire que cette période, c'est une période de remise en question aussi. Et tu t'es plutôt tourné alors vers Paris, vers la ville qui était la tienne, ouais, pour essayer de refonder quelque chose. Un peu, oui, non, c'est sûr que c'est un virage qui, en effet, qui était peut-être un pas de côté de la figuration libre, tout d'un coup, d'essayer d'avoir juste un regard sur le présent, sur mon environnement, tout ça, c'est sûr que toutes ces premières années, au bout d'un moment, j'avais l'impression de tourner un peu en rond, de faire toujours le même visage, la même écriture, tout ça. Donc moi, j'ai eu besoin de changer. Enfin, c'était aussi une insatisfaction permanente. C'est ça qui vous fait aussi un peu évoluer, tout ça. Donc c'était très bien. Mais enfin, tout d'un coup, d'avoir le regard, vraiment, c'était un peu comme une illumination. Un beau matin. En plus, c'était aussi le fait que je me déplaçais à bicyclette. J'ai fait ça tout au début des années 80. Ça m'a ouvert les yeux tout d'un coup sur le réel que je pouvais traverser avec des petites merveilles visuelles qu'on pouvait croiser, que j'avais envie de faire partager à mes chers contemporains, quoi. Et surtout Paris, parce que c'était justement considéré très ringard de peindre Paris. Enfin, il y avait tout ça, on pensait à Utrio, puis voilà. Mais nous, on adorait Utrio. Ouais, en plus, on aimait bien Utrio. Toujours aimé Utrio. Et même les photographes, Paris, c'était lié, Douaneau, Willy Ramis, tout ça. Donc, eux aussi, ils avaient lâché l'affaire, que plus personne ne regardait Paris. Et pendant ce temps-là, il y avait plein de changements, le mobilier urbain, plein de conneries, tout ça. Et moi, je trouvais ça appétissant à peindre, donc j'ai commencé donc ça a été un tournant, oui, pour moi. Et lui, pendant ce temps-là, Hervé, il partait autour du monde. C'était la satisfaction aussi, l'histoire de tourner en rond, peut-être. Oui, c'était pareil. Oui. Et puis je savais aussi, mais moi je suis un petit peu plus malin que lui des fois. Et je sentais que les années 90 allaient être très très mauvaises pour nous. Comme les années 80 avaient été très bonnes, je sentais le retour de bâton, donc je ne me sentais pas capable d'assumer ça à Paris, tout ça. Et donc je suis parti ailleurs. Et donc, comme je dis, avant de m'intéresser à l'histoire, comme aujourd'hui, je me suis intéressé à la géographie. Mais en fait, c'est ça que je fais. D'abord, là, je me suis intéressé à la géographie, et maintenant, je m'intéresse à l'histoire. Mais c'était cette histoire aussi de tourner en rond, de pas savoir. Et puis moi, c'était l'image qui m'intéressait. J'avais vraiment envie de voir d'autres images. Tu sais, il y avait des choses qu'on collectionnait tous, tu vois, auxquelles on s'intéressait, comme les pans des anciennes africaines, par exemple, tu vois, des choses comme ça. J'avais envie d'aller voir comment c'était fabriqué, comment c'était fait. J'avais envie de m'imprégner de ça. J'ai tout le temps eu cette fascination pour différentes techniques aussi, tout ça. Et puis, prendre le bateau et puis partir, c'était... voilà. Enfin, toi aussi, quelque part, parce que toi aussi, tu as eu ton retour à 7 après New York et tout ça. Ah oui, ne me parle pas. Avec une très bonne série de peintures et tout ça. Oui, parce que c'est vrai avant que tu repartes autour du monde, mais en 80, Après New York, en 86, je suis revenu à 7. C'est vrai que là, où j'ai commencé à peindre à l'huile et tout ça. C'est vrai que ça a été aussi une bonne période. Je me suis vite senti comme un vieux peintre au bord de l'eau. C'est pour ça que je peins pas beaucoup à 7, parce que j'ai tout le temps j'ai certaines vieilles pipes, des trucs que je peux pas dire là. Je peux pas dire de noms qui me reviennent de ma jeunesse et que je veux pas finir comme ça, quoi. Voilà, c'est pour ça. Et toi, François, c'est pour ça que je pars toujours. Dans ton travail, il y a quand même une dimension. Alors, chez Hervé, c'est évident,
il y a quand même une dimension collective aussi à ton travail. Alors, aujourd'hui, je veux dire, c'est pas tout à fait comparable, mais par exemple, les petits films que tu tournes, qui sont préparatoires aux toiles, on voit bien quand tu mets en scène tes étudiants et tes étudiantes. Ouais, ou mes amis aussi, ou ma famille aussi. Et, excusez-moi, mais surtout le travail qu'il a fait pendant 20 ans aux Beaux-Arts de Paris, ça c'est un vrai travail avec les autres. Ça c'est vraiment le truc... ça, c'est un vrai... Ouais, ça, je dois dire, enfin, je suis assez admiratif parce que moi, je ne suis pas capable. Il a vraiment fait, puisqu'il y a maintenant des artistes qu'on voit qui viennent qui sont passés par chez lui, quoi. C'est formidable, ça. Ouais, t'es gentil, mais enfin, il se souvient pas, mais à l'époque, il m'engueulait que c'est un travail que... Non, mais oui, parce que je pensais qu'il perdait son temps, moi. Tu vois, parce que je pensais qu'il avait autre chose de mieux à faire que enseigner. Mais en fait, c'est un vrai travail collectif, là. C'est un vrai travail collectif que, quand il me présentait ces jeunes étudiantes et étudiantes, au bout d'un moment, quand même, voilà, j'étais très négatif au début, mais après, j'étais assez admiratif de ce travail-là. Enfin, là aussi, c'est un truc qui m'a changé la vie et tout ça. Ça a été une... Ouais, c'est bien. Non, en plus, c'était complètement inattendu. Je m'attendais pas à être embauché pour être prof aux Beaux-Arts. C'était en 99 et ça a été une révélation. C'était à la fois... Enfin, tout de suite, c'était évident de communiquer avec les étudiants et tout ça, et très amusant. Moi, vraiment, j'ai rigolé comme un fou. En fait, chaque année, une nouvelle génération arrivait, et j'avais le privilège de les rencontrer, de leur poser toutes les questions que je voulais. Tout ça, et donc c'était un métier fascinant. Et puis pour moi aussi, c'était comme de reprendre les études supérieures qu'on avait laissées un peu vite. Donc j'ai refait 22 ans d'études supérieures. Moi, c'était très sympa. Avec des collègues pas possibles, des théoriciens, d'autres artistes. Et donc ça a été un grand privilège. Puis j'ai pu en effet... Enfin, ça me donnait un petit recul, la possibilité de voir un peu à long terme, de prendre des directions un peu... Et est-ce que ce travail collectif, il peut se comparer à celui qu'Hervé fait au Miam, en créant le Miam, en étant ouvert à d'autres artistes? Parce que Stéphane et moi, on a réfléchi à ce qui vous rapprochait finalement. Et on a trouvé que vous étiez... C'est assez rare, mais là, on a deux artistes qui sont très ouverts sur les autres artistes. Et on s'était dit que c'était... Monsieur le président de la DAGP. Oui, je te passe, s'il te plaît, toutes les conneries qu'on m'a fait faire. Non, mais c'est vrai que c'est moi, en tout cas, l'histoire de collectif, je dois dire, même si j'ai été des fois déçu depuis 40 ans, j'ai tout le temps eu envie de faire des choses avec d'autres, quoi. Ça, c'était vraiment le truc du début. J'aime pas être seul, ça peut être un défaut, une qualité, je sais pas, mais et ce truc de collectif a porté pendant longtemps, parce que moi j'ai beaucoup travaillé avec Robert sur les bateaux, sur plein de choses. Puis avec François, on a fait quand même quelques grandes toiles en commun dans les années 80, tu vois. Puis après j'ai longtemps travaillé aussi avec mon frère, avec Louis Jam. Et puis après ça a été les artisans du monde. Ça, je trouve que c'est très important les autres. Et en fait, François, qu'on croyait tout seul dans son coin, moi, des fois, il m'énervait dans son coin tout seul, arrivé aux personnes. Et finalement, c'est lui qui a rencontré plus d'artistes que moi, à la limite, parce qu'en 22 ans de Beaux-Arts, il a rencontré des artistes qui ont disparu, mais d'autres qui ont éclos, quoi. Ça, c'est, voilà, ça, je trouve, voilà, ça, c'est important. Et c'est vrai que le Miam aussi, c'était cette suite du travail que j'ai eu avec les artisans dans le monde, c'était, là, cette fois-ci, de réfléchir et d'ouvrir les choses et d'ouvrir de manière différente. Le Miam, en fait, on a tout le temps fait, lui, en fait, il n'était pas satisfait des cours qu'il avait aux Beaux-Arts, donc il a fait ses propres cours. Et moi, j'étais pas satisfait des musées et des centres d'art en France comme ils étaient faits, et j'ai fait le mien. Voilà. Donc, en fait, la figuration libre, si on veut, c'est comme le punk, c'est faites-le vous-même, quoi. C'était un truc très important de la fin des années 70, je pense. C'est une des rares fois dans l'humanité où d'abord les musiciens, parce que c'est souvent la musique qui est en premier, la musique populaire, mais c'était vraiment cette chose de faites-le vous-même, vous n'avez pas besoin ni d'études, ni d'argent, ni de ci, ni de mi, le faire, le do it, et ça c'est très important. Et ce do it, il a été très important donc quand on a peint, parce que on n'avait pas un talent. Moi je sais que je sais pas très bien dessiner, François il dessinait un peu mieux, il était pas très bon dans d'autres trucs, tu vois. Il est modeste, en vrai.
Non, moi je connaissais des gens qui étaient. Dessine super bien, Saligo. Qui étaient comment on pourrait dire. Il y a des dessins, je suis jaloux. Moi, c'est quand je suis jaloux que ça veut dire que c'est bon. Je suis jaloux de son dessin. On n'était pas bon. Peut-être j'espère qu'on était venu bon. On n'était pas très bon au départ, mais c'est ce désir de les fabriquer, tu vois, de les faire. Voilà, ça c'est plus important que tout. Et en fait, ça a donné après faire soi-même ses propres études, et faire soi-même le propre musée. Alors l'avenir après, c'est faire soi-même. Tu vois, c'est toujours faire. Peut-être qu'il faudra prendre une ville un jour, comme ça. Ouais, non, mais t'en as eu des rencontres, en effet, avec l'art modeste, c'est sûr que tu en as. Ouais, nous, c'est vrai qu'on t'en as croisé du monde. T'en as fait émerger des artistes ici, tout ça, c'est. En 22 ans, on a exposé, je crois, 600 ou 700 artistes. Plus de 1000 artistes, tu vois, c'est ça, c'est formidable, ça. Et toi, François, tu es un donateur. On a les poètes-poètes. Grâce à François, on a les poètes-poètes. Ouais, très bien. Comment tu perçois cette notion, toi, d'art modeste, François? De l'art modeste, non, je l'ai vu naître, j'ai accompagné Hervé, tout ça, et c'est beau parce que c'est toujours pas évident. Il y a un truc très vivant qui continue à se développer. Tout ça, c'est très compliqué de définir ce que c'est l'art modeste et à la fois là tout ce qui a été fait, tout le travail qui a été accompli, vraiment, c'est assez admirable, quoi, vraiment. C'est difficile de nommer ce qu'on aimait, en fait, des choses qu'on aimait qui étaient pour certaines des images très connues, pour d'autres des images marginales, etc. Et donc c'était difficile de nommer ça. Moi, je me souviens qu'Hervé, en revenant de Frontignan, il y avait ce panneau, là, tu te rappelles de nos vignes à nos verres, là, il y avait un petit panneau fait à la main, là, vraiment, on le regardait avec amour. Que j'ai raté. Je le vois encore, là, vraiment une petite merveille. Enfin, ce genre de truc, vraiment, on était très attentifs. Ouais, très friand de ça. À tout ça, plein de jouets, la foire du trône, les manèges, enfin 50 000 trucs, les jeunes qui customisent leur mobilette, un mec le pompiste qui fait lui-même son panneau, tout ça. Mais bon. Non, j'ai fait exprès pour toi. Ça n'a rien à voir. Le kitsch, c'est un mouvement esthétique de la fin du 19e. Après, tout le monde en a fait l'espèce de paradigme de l'art des pauvres prolos, mais ce n'est pas ça. Non, puis ça continue, enfin, je trouve. Bon, ils n'ont pas des questions, là, non? Si, une question sur ce qui vous réunit aujourd'hui. Parce qu'il y a eu Hervé tout dernièrement, une exposition à Valence. Hervé Di Rosa, ses sources, ses démons. Où on vous voit finalement présenter votre travail à côté d'œuvres d'artistes anciens. Ouais. Mais ça, c'est à cause de François. Ça, je dois dire, j'ai beaucoup fait de choses au départ à cause de Robert, mais là, cette fois-ci, c'est à cause de François. Il m'a tellement emmerdé avec ces trucs de peinture, du Caravage, tout ça, que quand même, je me suis dit quand même, ça a mis des années, hein. Ça c'est dingue, hein. Depuis 6 ans, 7 ans, je me dis quand même, je dois avoir raté quelque chose. Et depuis, je suis retourné au Prado, je suis allé aux Offices à Florence, je suis allé au Louvre, là. J'étais pas allé au Louvre depuis 40 ans. Et c'est vrai qu'il m'a redonné tu vois, comme je te dis, après la géographie, un peu c'est l'histoire. Et il m'a vraiment redonné cette envie, quoi. Il a réussi à me redonner l'envie alors que ça me paraissait chiant et tout ça. Cette peinture figurative, tu vois, parce que moi, Et toi, François, pourquoi es-tu revenu, mais pourquoi t'es-tu Mais il a toujours été, regarde, la première peinture de ton exposition, c'est une peinture qu'il a faite au musée de l'Homme. Il a tout été fasciné par les musées. Moi, c'est beaucoup plus récent, Ouais, moi, je me suis, un lieu où je me suis toujours senti bien, c'est dans un musée, je veux dire, c'est vraiment Il y a même dormi à Beaubourg. Mais il dort. Même ici, à Beaubourg, il dort dans les musées, lui. Il adore ça. C'est la 5e fois que je squatte un musée. Le musée Paul Valéry, c'est vraiment... C'est la 5e fois, en plus. Raconte un peu les autres trucs, aux gens, ils ne savent pas ça. Le premier, c'est grâce au Luxembourg, quand on a construit le Mudam. Et donc, c'était la première fois où je suis venu comme ça, faire comme un making-of de l'ouverture du musée. Et c'était à la fois vivre dans le musée. Et après, ça s'est reproduit plusieurs fois. Une fois à Pompidou, j'avais la tente qui est ici. Maintenant, je transporte ma petite tente. C'est très pratique.
Et donc j'avais accès, enfin j'avais un petit coin dans les salles du musée à Pompidou quand ils ont fait un nouvel accrochage et je voulais dormir la nuit, mais ça l'a pas fait, ça. Il y avait c'était trop compliqué. Mais par contre, le mardi, je pouvais venir, le jour de fermeture, je montais dans ma tente, je faisais une petite sieste, tout ça, avec des ondes incroyables qui ont dû me... Moi, je suis très superstitieux dans les musées aussi, ce côté-là, je m'approche d'une toile, j'espère presque la bénédiction de mon cher vieux confrère, tout ça, et vraiment, c'est magnifique, la peinture, il y a un truc tellement évident, enfin, je sais pas, dans le moindre truc, vous sentez la personnalité du peintre, vous sentez sa respiration, son haleine, tout ça, enfin, c'est un truc, c'est assez fascinant, donc, de voir de la peinture, c'est ce que je préfère au monde. En faire, j'en ai besoin, mais c'est vraiment c'est souvent très douloureux. Non, mais lui, il est douloureux. Ouais, c'est le contraire de moi. Moi, je me soigne pour peindre, et lui, il faut qu'il se soigne parce qu'il a peint. C'est pas pareil. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vous parle des métaverses, des univers, des multivers, etc. Mais en fait, une peinture, quand on voit le Patinir qui est au Louvre, là, tu te mets devant, et c'est vrai que c'est plus qu'un métaverse, quoi. Tu vois, il faut un petit effort, peut-être un petit effort supplémentaire pour avoir des grosses lunettes comme ça, mais on n'a pas besoin. La peinture en elle-même, c'est des univers entiers, quoi. Dans un morceau de toile mis tendu sur des morceaux de bois, c'est quand même fascinant qu'on puisse. On n'a pas besoin de milliards de technologies, et c'est fascinant qu'on puisse mettre tout un monde dans une surface comme ça. Et à la fois, on se méfie beaucoup. J'entendais encore des conférences où on vous explique que la peinture, ça peut être tellement séduisant qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans la facilité, tout ça. Mais enfin, la facilité, il faut les faire, les peintures. Moi, je trouve que c'est... Et puis autant de... Oui, j'aimerais bien l'avoir, la facilité. Putain, j'aimerais bien l'avoir, la facilité. Autant du métaverse et du quick, enfin, du fake profond. Et enfin, on peut vraiment faire n'importe quoi, qu'on puisse être encore méfiant vis-à-vis de la peinture. Enfin, c'est un truc de fou. Moi, je trouve que le monde est habité à moitié par des iconoclastes. Il y a des gens qui n'ont rien à foutre des images et de la peinture, qui se méfient, c'est la grotte de Platon. On essaye de vous rouler dans la farine en vous montrant des images et tout ça. Moi, j'ai toujours lutté contre ça. Avec Hervé, on est bien d'accord. Avec Robert, on aime les images. Et on ne pense pas que c'est fait pour abrutir les populations. Au contraire, quoi. Vraiment, c'est un truc qui on est dans un monde d'images plus que de mots, quoi qu'on en dise. On entend en plus, c'est ressassant. Enfin, en effet, c'est un torrent d'images. En effet, les pauvres gens au Moyen-Âge, de temps en temps, on leur ouvrait un coffre. Oui, ils avaient une image qu'ils voyaient 3 fois dans l'année. Là, c'était quand même... On rentrait dans l'église, ça devait être... C'était rare. Et aujourd'hui, on a plein d'images. Et même les images, nous, on prépare au Miam une exposition sur la peinture un petit peu... sur la peinture qu'on appelle commerciale, c'est-à-dire... La peinture qu'on ne voit jamais dans aucun magazine, dans aucun musée, dans aucun truc, qui sont dans les supermarchés, des trucs. Alors on dit c'est la mauvaise peinture. Je suis désolé, il y a des choses, moi, qui m'ont intéressé, il y a des choses très intéressantes, on ne peut pas renier, parce que c'est séduisant, mais des fois la vague est bien faite, ou il y a un truc, il y a tout le temps, et d'ailleurs, les artistes américains et certains artistes européens ne se sont pas trompés. Lisa Yuskavach et John Curing, ils ont puisé là-dedans à tire-larigot, donc c'est qu'il y a... La peinture est beaucoup plus immense que ce qu'on le pense. C'est un continent. Aujourd'hui, on l'a mis de côté parce qu'on confond avec l'image et on mélange tout. Mais les images peintes, c'est un monde gigantesque qu'on ne pourra jamais posséder, quoi, qu'on ne pourra jamais explorer entièrement. Moi, c'est ça mon intérêt pour le monde aussi. C'est quand je voyageais, c'était d'essayer de collectionner toutes les images du monde. C'était le début. Mon truc, c'est collectionner toutes les images du monde. Ça me passionne. C'est pour ça que le discours ambiant, enfin, qu'on a envie dans on déverse des images et tout ça, c'est justement, enfin, c'est vraiment de les regarder un peu mieux. C'est justement, c'est pas la solution, c'est pas de regarder les images, c'est d'essayer d'être un peu plus, justement, de pouvoir les regarder de plein de manières différentes. Moi, c'est ça qui m'anime. Il y a un côté insondable et très élevant. Et le livre de Hockney, est-ce qu'il a beaucoup compté pour vous, Secrets de l'art? Ça a été un peu tardif quand même, mais il a beaucoup compté au début, avant qu'il écrive ce livre. Moi, en tout cas, pour moi. Ça m'a quand même assez frappé. Et depuis le début, en plus, à doser les 100,
The Bigger Splash, tout ça. Enfin, Ouais. je me souviens de l'avoir vu au cinéma. C'était là, pour le coup, c'était de la peinture qui paraissait vraiment très, très, très vivante. Oui, mais pas du tout une peinture ennuyante. Pourtant, c'est une peinture figurative classique, mais il y avait tout un truc autour de. Le pop art anglais, ça, on aimait beaucoup, voilà, ça. voilà. C'était très- il y avait- Autant le pop art américain, moi je trouve que c'est une vaste escroquerie. Autant le pop art anglais, on a tout le temps été fasciné par Peter Blake, Kittage, Ouais, ouais, et il y en a plusieurs. Hamilton, Kittage surtout, Hamilton, Peter Blake, ouais. Hamilton et bien sûr David Hockney, quoi. C'est merveilleux. Je sais pas, en tout cas, c'était vraiment comme des cousins, enfin, comme plutôt des pères, parce qu'ils étaient plus âgés. Ouais, il y avait- Moi, quand j'étais aux ouais, Arts Déco, ça me passionnait vraiment cette école anglaise, quoi. Alors que les Américains ont tout le temps un peu. Et les Anglais, c'est un pays très, très particulier pour la peinture, qui est toujours, au travers des siècles, une singularité anglaise très, très frappante. Un truc énorme comme Hogarth, par exemple. Ouais, Ça, il y a vraiment un nombre ça, c'est extraordinaire, peintres Hogarth. incroyable. Enfin, tous les paysagistes aussi. Enfin, Turner, qui est 50 ans avant l'impressionnisme. Enfin, il y a un truc. Puis aussi, c'est des problèmes, je veux dire, ils ont traversé les années. Il n'y avait pas le côté comme en France, tellement idéologue sur tout. En Angleterre, ça cohabite très bien. Enfin, Freud cohabite avec David Hockney et d'autres, sans que ça soit des débats sans fin, un peu stériles. Oh, ben, en France aussi, on va cohabiter bientôt. Ouais. Ça va se faire. Ça va se faire. Bien ça va sûr. se faire. Non, mais les temps sont vraiment sympas. Hein. Là, les temps sont apaisés. Enfin, pour rompre cette belle harmonie amicale, est-ce que vous vous critiquez mutuellement? Ouais, c'est... Des fois, on s'engueule. Des fois, oui. Je critique des fois. Oui, bien sûr. Non, mais lui, Hervé me dit toujours les trucs. Je lui dis les trucs. Et réciproquement, hein. Je t'ai vu arriver dans l'atelier d'Hervé bien, assez sec, hein, parfois. Enfin, j'aime bien l'embêter. Il est tout chiant. ça, Oui, et mais il ça- le fait lui rien que pour emmerder, alors que moi, quand je lui dis des trucs, c'est. Il a le vice. Moi, j'essaie de faire progresser l'effort. Alors lui, c'est juste pour m'emmerder, quoi. C'est vraiment juste pour ça. C'est vrai. Un petit peu, mais sur le fond. On a. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des débats de fond et ne pas être d'accord et pouvoir avancer, discuter, tout ça. C'est vachement important, ça. Il n'y en a pas beaucoup d'artistes avec qui on peut discuter C'est une émulation. sur certaines choses, tout ça. Et puis, quand on se connaît depuis 40 ans, on a des références communes, tu vois. C'est vachement important d'avoir des références communes. Tu vois, des fois, on se dit un truc, mais on n'a pas besoin de l'expliquer. Ouais. Non, et quand même. Puis on a passé 40 ans. Hein, Tu te rends compte, Lee 40 ans. c'est les problèmes. 40 ans. C'est les 40 premières années les plus difficiles, on dit, en peinture, tout ça. Donc, nous, maintenant, ça va être. Il faut reconnaître, on a eu de la chance quand même, ça n'a pas été si difficile. que beaucoup. ça. 40 ans de folie. Qui est le plus fou des œufs? Et c'est lui, vous le voyez pas. Moi, je suis le mec normal. On s'en doutait. Il y a peut-être des questions. Bon, il y a peut-être des Vous questions. avez là. peut-être des questions dans le... C'était un peu de vie là, que sinon on va s'emmerder tout le temps à raconter les mêmes histoires, des vieilles histoires là. Vous n'avez pas des questions à. Ah, il y a un film. C'est pas une question que je vais poser, mais j'ai vu la rétrospective qu'on passe plusieurs fois à Lyon. J'ai vu la rétrospective d'Hervé Rosa, la piscine à Roubaix. J'ai découvert François Boiron, je dois le dire, je connaissais déjà des œuvres que j'avais vues à Artoury Galerie ou ailleurs à Lille, mais j'ai découvert votre travail, M. Boiron, et je dois dire que j'ai été époustouflé par ce parcours créatif. Et je peux dire que j'ai vu, là, dans ce qu'on appelle la figuration artistique, j'ai vu 3 immenses artistes, et je suis particulièrement ému d'avoir vu votre travail. Merci, c'est vraiment, vous êtes. Merci beaucoup. Et oui, parce qu'à 7, c'est vachement difficile de se faire reconnaître plus que Combas et Di Rosa, c'est quand même un peu chiant. Je dois dire qu'on est un peu pénible ici, on est un peu lourd. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Il y est arrivé en tout cas. Ouais, comment, non. Merci monsieur, en tout cas. Merci. C'est difficile de l'expliquer, parce que c'est vrai que cette exposition, c'est un parcours avec des œuvres très différentes. Ouais. Alors, sans que vous cherchiez tout le temps, vous êtes toujours en train de tantôt. Et donc, c'est vrai que si vous donnez un peu quelques clés pour comprendre cette évolution, oui. Non, mais je le disais un peu tout à l'heure, enfin, quand j'ai commencé à vouloir peindre un peu ce que j'avais autour de moi, de ça, il a fallu que
je trouve des manières je vous dis, au début, c'était vraiment des signes. On a commencé comme des enfants, de manière très archaïque. C'était vraiment le grand bain, et hop, on se lançait dans l'eau, avec des moyens très, très, très simples. C'était une très bonne manière, une manière très saine d'attaquer la peinture. Après, moi, je trouve que c'est toujours un chemin, tout ça. J'avais envie de représenter Paris, tout ça. Il a fallu que je fasse un peu des petits progrès pour faire une ville, la perspective, ce genre de plaisanterie. Ensuite, j'ai eu envie de peindre ma chère femme. C'est beaucoup plus difficile. C'est beau, la peau. La peau, c'est pas du rose, tout ça, comme je pouvais faire au début, un gros personnage rose. En fait, la peau, elle est transparente, tout ça. C'est pas... J'ai été aidé aussi, parce que moi je me suis servi sans vergogne de tous les outils qui sont retrouvés à ma disposition. Photoshop, j'aurais pas rêvé mieux, ça m'a ouvert des voies folles. L'image numérique aussi, Moi, enfant, j'ai vu apparaître la télévision couleur, ça a été vraiment un choc esthétique, une manière une image qui avait une matière incroyable, et après finalement on a tous aujourd'hui des téléviseurs couleur dans la poche. Donc les écrans, ça m'a toujours fasciné. Je me suis aidé de tout ça pour essayer de produire les images, enfin de les fabriquer. D'ailleurs, il y a des tableaux où c'est très impressionniste, très pointilliste, et dès qu'on s'éloigne, c'est hyper réaliste. Ouais, non, mais ça c'est sympa. C'est Diderot déjà qui disait ça avec. Enfin, c'est ça la peinture, c'est s'approcher de très près. Vous voyez là en effet la matière, tout ça, mais qui est parlante, enfin qui dit tellement de choses, et puis vous reculez, tout ça disparaît, ça devient en effet un compotier des fruits. Avec un gobelet en argent, enfin c'était le texte de Diderot sur Chardin. Mais moi en effet l'image numérique, tout ça, ça m'a donné des pistes incroyables pour fabriquer ces images. C'est faire des images en dur. Moi, mon métier, c'est un objet, il dit plein de choses, tout ça. La peinture, il y a toujours deux manières de la voir. C'est en effet, on vous montre la peinture. C'est une belle odalisque sur un lit. Je prends la peinture, je vous la fracasse sur la tête. Là, tout d'un coup, c'est toute la matérialité de la peinture qui va vous apparaître, que c'est un châssis en bois, de la toile, tout ça, de la matière. Et cette matière, elle est super parlante, quoi. Ça dit tout. Ça ne ment pas. Et tout ça, tout le monde le voit du premier coup d'œil. Un tableau, c'est indicible, mais ça parle d'une façon incroyable, quoi. Ouais, puis la suggestion, tout ça, enfin, c'est assez... Mais enfin, c'est toujours cet aller-retour, en effet, dans cette matière, et ce qu'il en ressort. Aussi, j'ai demandé à Hervé Perdriol, parce que, comme il n'est pas là ce soir, j'ai demandé s'il avait une question pour vous. Et il m'a envoyé la question suivante, c'est que, comme on est dans une époque un peu anxiogène, etc. Non, François, il a dit qu'on était une belle que tout allait bien tout à l'heure. Moi, je te donne la question de Perdriol. C'est, alors que bon, on s'est bien amusé jusque-là, vous êtes bien amusé, etc. Voilà, est-ce que vous avez une réponse ou une ouverture à des réflexions à ce propos? Voilà, c'est la question d'Hervé Perdriol. On va essayer de voir si aujourd'hui on était plus pessimiste qu'il y a 40 ans, c'est ça? C'est la question de Perdriol. Tu sais, il y a 40 ans... Non, c'est pas la question, c'est pas ça. La question, c'est... Ça avait marqué nos futurs. Comment pouvait-on être plus pessimiste que ça? Donc, c'est sûr, voilà, on a commencé. Et aujourd'hui, on espère vivre vieux, tu vois, on ne fume plus, on ne boit plus. Donc, c'est pas pessimiste, on est très optimiste, plus qu'avant. Moi, je suis plus optimiste aujourd'hui qu'il y a 40 ans, franchement. Et pourtant, autour de nous, c'est pas bien merveilleux. François, il est plus anxieux, lui. Ouais, moi j'ai toujours cru que c'est la fin du monde arrivait demain. Il y a une toile là les derniers jours de Pompéi, tout ça. Vraiment, je suis toujours sidéré comment tout tient debout et tout ça, que vraiment qu'il y a du pain chez boulanger, tout ça. Enfin, pour moi, c'est miraculeux. Mais enfin, à la fois, ouais, je ne sais pas ce que. Et sur ce qu'il y a à dire, moi j'ai toujours essayé de faire une peinture optimiste.
Moi, c'est genre les peintres qui font la guerre, c'est dégueulasse, signer machin, je trouve ça vraiment mal placé. Donc, c'est plutôt essayer de partager des trucs, de consoler, de voir un peu Ouais, consoler, ça c'est pas mal, ça c'est bien. Consoler, la peinture aussi console du monde, en fait, parce qu'elle est plus belle que le monde. C'est comme qui disait qui disait que la littérature était plus belle que le monde là. Ouais, je pense que la peinture est plus belle que le monde, moi. Et aujourd'hui, elle devient encore plus belle que le monde, encore plus. Tu vois, je pense qu'on va avoir encore plus besoin d'images différentes, parce que pas parce qu'on est abreuvé d'images, Internet, tout ça, qu'on n'a pas besoin de nouvelles images, mais des images qu'on appelle peinture, qui sont des objets. Moi, je pense que c'est salvateur, tu sais. En Éthiopie, par exemple, les images, elles le soignent. C'est un pays où les mecs, ils font des images sur des petits rouleaux qui roulent et qui mettent dans des petits containers que tu portes sur toi et qui guérissent certaines maladies des poumons, certaines maladies, etc. C'est incroyable, ça. Et moi, je suis persuadé que c'est vrai. Que les images, elles peuvent guérir, quoi. D'ailleurs, j'en suis la preuve vivante. Parce que je devrais être mort, normalement. Et c'est les images qui m'ont guéri depuis 40 ans. C'est pas mal comme fin, ça. Ouais, c'est bien. On est iconodules, contre les iconoclastes. Les iconodules, tous iconodules ici. Vive les images. Non. Madame, le micro est trop court, enfin le fil est trop court en tout cas, il faudra vous lever. D'accord. Ouais. Non, les œuvres classiques, elles n'ont pas tenu bon du tout, puisqu'elles sont toutes restaurées. Vous voyez bien les différences de restauration qu'il y avait les œuvres en Italie et les œuvres au Louvre. On voit par exemple le Uccello, il n'est pas pareil du tout restauré, celui qui est en Italie, que celui du Louvre, où nous on fait des restaurations minimales. Non, tout est restaurable. Et aujourd'hui, par exemple, il y a des peintures de François qui sont sur carton, là, qui ont 45 ans, elles n'ont pas bougé. Ouais, c'est surprenant, je suis premier surpris. Je pense en plus que l'acrylique est plus solide que l'huile. Personnellement. Ben, je sais même pas si le monde il va rester pendant 300 ans. Alors, vous voyez, donc, mais si c'est le cas, oui. Nos peintures, oui. Si le monde, si elles sont conservées dans des conditions correctes, oui, je pense. Oui, c'est depuis la création des musées qu'on se pose cette question finalement de la conservation. C'est pour ça que récemment, je fais des céramiques aussi, parce que je me suis aperçu que les objets, les imagés les plus anciens étaient des céramiques, en fait. Ça, c'est un projet que vous avez Hervé avec François en commun, peut-être? Oui, moi, ça fait 5-6 ans, mais François, il commence à faire c'est formidable, ça, parce que parce qu'on te dit, la céramique, c'est fragile, ça se casse, tout ça, mais en fait, les œuvres d'art les plus anciennes, ce sont des céramiques. Romaines, grecques, péruviennes, ça se brise, mais c'est très solide. Ça se brise, mais on peut le... Vous voyez? Donc on y pense à ça, mais franchement, les œuvres qu'on faisait dans les années 80 sur des morceaux de carton ou des morceaux, c'est plus le cas maintenant, hein, mais même les œuvres qui sont faites, moi j'ai des œuvres sur carton, putain, ça n'a pas bougé, hein, ça fait 40-45 ans, ça n'a pas bougé. Alors, peut-être que dans 300 ans, je suis peut-être présomptueux, mais je pense pas que ça bouge. Parce que vous savez, les huiles, par exemple, toutes les peintures à l'huile de la fin du 19e, elles sont toutes marron, ils mettaient du bitume dedans. Les Van Gogh, par exemple, c'est plus du tout la même peinture que vous voyez là, que celle qui était il y a 150 ans. Hein. Il faut pas croire que ça tient que le passé, ça tient à mort. C'est une histoire de restauration, parce que nous, par exemple, on a, au Miam, on a une œuvre très très importante d'Isaac Budi Kingelez, qui est un artiste nigérian, qui est un artiste de Kinshasa, mort il y a plusieurs années. Et lui, ses œuvres, c'est que des maquettes faites avec des morceaux de carton et des morceaux de papier. Et bien, chaque 5-10 ans, il y a une restauratrice qui ne restaure dans le monde que les œuvres sur carton, papier et scotch, qui restaure ça parfaitement. Donc, l'œuvre, elle se perdure, c'est un désir qu'elle se perdure. Parce que on peut la brûler aussi, vous voyez. C'est pas du fait de l'artiste, c'est du fait de la société autour, à mon avis. Mais techniquement, l'acrylique ne bouge pas. Sur l'huile, j'aurai quelques petits bémols, mais l'acrylique ne bouge pas, puisque ça se polymérise. C'est comme une couche de plastique éternelle. On nous emmerde avec le plastique qui aujourd'hui qui envahit les océans, etc. Ouais, nous, on est les seuls à l'utiliser de manière intéressante, de manière positive, vous voyez. À petite quantité. Oui, bien sûr, enfin, en effet. J'ai jamais été... Si, il n'y a qu'un truc qui ne tient pas, c'était les dessins au feutre qu'on faisait avec des feutres à l'huile dans les années 80. Alors ça, les feutres à alcool, voilà, ça a disparu totalement, ça, oui. Mais bon, c'était pas non plus
fait pour durer, quoi. Hein. C'était pas. Mais j'étais très déçu de leur réaction avec le temps à la lumière. Putain, ça a disparu complètement. Il y a des collectionneurs de coups, ils ont plus rien vu, les types. Dit, c'était un truc. Ouais, ça, ça s'appelle la disparition. C'est vrai. Oui, la conservation, comme je le disais, c'est surtout une question qui se pose depuis que les musées existent, finalement. Les œuvres, elles vivent et ça implique parfois qu'elles meurent, c'est-à-dire qu'elles disparaissent. Ouais, tout est périssable. Hein, tout est périssable et les interventions même des restaurateurs sur les œuvres s'accumulent. On se demande, après tant d'années, parfois, ce qui subsiste de l'original. Est-ce que le résultat de multiples restaurations ne rompt pas le lien finalement avec l'œuvre originale? On voit bien que certaines sont en très mauvais état et les interventions minimales que l'on fait sur les tableaux respectent finalement le vieillissement de l'œuvre, son évolution. J'ai appris ça, les restaurateurs italiens, les restaurateurs français. C'est très intéressant les débats qu'il y a là-dessus. C'est très intéressant les débats. Est-ce qu'il faut remettre une couleur avec la vivacité qu'elle avait à l'époque? Mais comment peut-on le savoir puisqu'on n'a pas de reproduction de photos? Donc ça c'est des débats quand même super intéressants, là, je trouve. Très très intéressants. Une autre question? Voilà, il commence à être un peu dissipé. Hein. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Merci François. Merci Hervé, merci François.